Bonjour à tous, je m'appelle Eric Alonso. Je vous propose que l'on attende encore une minute, pas plus, au moins que nous soyons une centaine de personnes connectées. Je vois qu'on oscille entre les 95 et 100. Voilà, encore une petite minute de patience et on attaque notre premier Human Talk. Voilà, encore quelques secondes de patience. N'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez ou à nous mettre des petits messages dans le chat. Je vois qu'un certain nombre d'entre vous le font déjà. Bonjour à tous, bonjour Greg, bonjour Charles, bonjour Sandrine, bonjour Pierre-Baptiste. Voilà, on a dépassé les 100 personnes. Je suis donc ravi de vous voir aussi nombreux pour ce premier événement Human Stock organisé par SBT Humans Matter dont je fais partie. Alors, c'est quoi un Human Stock vous allez me demander. Eh bien, c'est un moment de partage de connaissances, de partage d'expertise autour d'un enjeu qui nous semble être un enjeu d'actualité. Chez SBT Humans Matter, on a la chance de pouvoir croiser de nombreux regards différents, des regards de docteurs en sciences cognitives, des experts dans le domaine du design, des experts dans le domaine de la transformation et du digital. Et c'est bien ce croisement de regards, d'expertise qui va nous amener à décortiquer ce sujet d'actualité et peut-être en proposer une vision augmentée que plutôt faire intervenir un seul expert. Alors, vous allez le voir, on va donner la parole à un certain nombre de personnes. Vous envoyez ici la liste et à la fois en petite vignette en dessous de l'écran, un certain nombre d'entre eux sont déjà connectés. Je les présenterai plus en détail lorsque je leur donnerai la parole, mais vous voyez en tout cas cette grande diversité d'intervenants, à la fois des personnes opérationnelles dans l'entreprise et des personnes qui peuvent donner un regard digital, cognitif et transformation sur le sujet. Et d'ailleurs, ce croisement entre les sciences cognitives, le design et le digital, c'est bien le fondement de nos activités chez SBT Humans Matter, qui visent toutes à accélérer la transformation des comportements vers des pratiques durables et alignées avec les enjeux des entreprises. Maintenant que j'ai fait cette page de pub autour de SBT Humans Matter, quel est le sujet d'actualité que nous allons traiter aujourd'hui ? Eh bien, le sujet, c'est l'incertitude et le modèle mental. Alors, vous l'avez tous expérimenté, évidemment, dans la période récente. Nous allons faire face de plus en plus à de l'incertitude, que ce soit dans nos vies professionnelles et dans nos vies personnelles. Si on applique cette thématique au monde de l'entreprise et plus spécifiquement aux managers, nous nous sommes demandé comment les managers ont fait face à l'incertitude dans cette période. Il y a plusieurs études qui nous ont montré qu'il y avait deux attitudes assez contrastées des managers. D'une part, ceux qui se sont plutôt retrouvés, je vais utiliser des termes forts, en détresse psychologique dans la période, en ayant perdu le lien avec leurs équipes, en ayant des habitudes totalement remises en cause, et puis ceux qui ont su se renouveler et saisir un certain nombre d'opportunités. Et vraiment, des études assez poussées montrent qu'il y a presque eu 50% de ces deux types de comportements parmi les managers des grandes entreprises en France, en tout cas. Eh bien, on va essayer de différencier ce qui a fait ces deux types de comportements. On va essayer de décortiquer ça, de voir le lien avec le modèle mental de ces managers et de voir les leviers à mobiliser pour pouvoir évoluer vers un modèle mental qui nous permette de nous épanouir, en tout cas de naviguer dans l'incertitude. Voilà sur l'objet de notre Human Stock. Donc, on terminera à 10h30. On va enchaîner les différents intervenants ici présentés et on va tout de suite commencer
en vous donnant une grille de lecture des principaux termes que nous allons utiliser tout au long de ce Human Talk. Alors pour cela, je vais laisser la parole à Riyad, qui fait partie de SBT Humans Matter, et qui va nous partager son antiglossaire. Riyad, c'est à toi. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, c'est un peu un... Riyad est sorti de scène. Désolé, un petit problème de connexion. Riyad arrive tout de suite. Voilà, merci Riyad. Bon. Désolé que tu recommences. Non, il n'y a aucun souci. Je te remercie effectivement et je remercie tout le monde d'être effectivement présent à cet événement. Vous le savez peut-être, c'est un rituel chez nous. Nous avons pour habitude de commencer un peu par la fin avec les notions et les termes qui sont normalement relégués au rang de glossaire. On les ramène au tout début pour en faire donc cet antiglossaire. Aujourd'hui, donc nous avons 5 termes que nous allons explorer. Et je commence tout de suite par le premier, donc le modèle mental. On va vous parler de modèle mental et pour bien saisir effectivement cette notion, il faut savoir que un modèle mental, c'est un ensemble de concepts et des croyances au travers desquels un individu ou un collectif voit et interprète le monde. Alors, il y a plusieurs modèles mentaux qui peuvent coexister ensemble et ils vont guider à la fois nos raisonnements et nos manières d'agir. Par ailleurs, ce qui est intéressant de savoir et de comprendre, c'est que les modèles mentaux, ils peuvent se transmettre ou évoluer lorsque l'on intègre un nouveau collectif, par exemple. Ça, c'est coupé totalement. Ok. Ok, alors on m'indique qu'il y a un problème d'écho, que ça doit être très désagréable pour vous. Ce sont, comme on dit à l'antenne, des aléas du direct. Donc, je reviens vers vous dans quelques instants, dès que la technique me signale que ce problème est résolu. Non, pas de micro activé, effectivement. Non, nous ne sommes pas plusieurs dans le bureau. Merci à toutes et à tous pour vos petites astuces. Alors, est-ce si désagréable que cela? Supportable. Assez. Ok. Bof. Oui, allez, on va poursuivre, puisque l'objectif est effectivement de faire en sorte que cette séance, cette introduction soit assez brève. Je termine juste sur les modèles mentaux. Je voulais vous signaler que les modèles mentaux, en fait, ils peuvent se transmettre ou évoluer lorsque l'on intègre, par exemple, un nouveau collectif. Donc, ils ont une certaine rigidité, mais ils peuvent quand même un tout petit peu évoluer. Alors, je poursuis avec le deuxième terme. On va vous parler beaucoup de métacompétences. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une métacompétence, c'est une capacité à organiser, dans une démarche prospective, un ensemble de connaissances, de savoir-faire et de ressources individuelles et collectives. Et pour qu'elles soient efficaces, il faut que les métacompétences sollicitent des modèles mentaux qui sont différents de ceux des parties prenantes. Sinon, on reste dans du statu quo. Sinon, effectivement, on a une certaine forme d'inertie. Je poursuis avec le troisième terme. Le troisième terme est celui-ci, c'est l'attention. Donc l'attention, bien sûr, vous savez que c'est une faculté de l'esprit qui permet de se porter sur un objet, matériel ou immatériel, et de s'y consacrer depuis la perception jusqu'à l'exécution d'une action. Et l'attention, en fait, elle peut être mobilisée volontairement, on parlera alors d'attention endogène, ou alors involontairement, c'est ce que l'on réfère sous le terme d'attention exogène. Et l'attention, elle permet de prendre conscience de soi, des autres et de son environnement. L'avant-dernier terme qui nous accompagnera aujourd'hui, c'est celui d'incertitude. Donc l'incertitude définit le degré d'imprévisibilité qui est inhérent à une situation ou à un événement. Elle est essentiellement due à une absence d'information objective. Donc l'incertitude, c'est une perception qui est propre à l'individu ou au collectif et non une qualité intrinsèque de l'environnement.
Et enfin, last but not least, un terme donc que vous entendrez peut-être, hein, qui est celui de l'antifragilité. Alors l'antifragilité, elle qualifie la propriété des systèmes, des organisations ou bien des organismes qui se renforcent et croissent face à l'incertitude et à l'inattendu. Et l'antifragilité, elle nous invite à ne plus essayer de prévoir les événements inattendus, puisqu'ils sont par définition imprévisibles, mais à travailler notre robustesse et notre développement qui, eux, peuvent être mesurables. Voilà, je vous laisse avec ces termes et nous vous retrouverons peut-être un peu plus tard pour avancer et qualifier, préciser certaines notions. Eric, je te passe la main. Merci beaucoup, Riyad. Ça me permet de faire un test de son pour vérifier qu'avec moi, vous n'avez pas cet écho. Si vous avez la gentillesse de m'indiquer dans le chat si c'est bon. Parfait. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Riyad, pour cet anti-glossaire, donc le glossaire qui arrive au début et qui permet de poser une grille d'analyse sur l'ensemble des propos que vous allez maintenant partager. Je vous présente maintenant Sophie Crétal, qui est chez Orano. Orano, vous savez, c'est ex-Areva, c'est un acteur majeur de l'énergie et du combustible nucléaire. Chez Orano, Sophie dirige l'école du management et au sein de cette école, vous avez très vite réalisé, dès le premier confinement, dès la première semaine du premier confinement, j'ai envie de dire, qu'il était impératif de garder le lien avec les managers de votre entreprise. Et pour cela, vous avez mis en place un programme dédié, Orano Link, qui vient d'ailleurs de recevoir un prix dans l'événement YouSpring qui a eu lieu il y a un mois sur les universités d'entreprise. Je vais te laisser la parole, Sophie, pour que tu puisses nous décrire les fondamentaux de ce programme. Peut-être juste une précision pour l'ensemble des participants avant. Vous avez dans l'onglet latéral la possibilité de poser des questions. Pour poser des questions, c'est plutôt dans l'onglet questions plus que dans l'onglet chat. Donc, si vous pouvez choisir l'onglet questions et n'hésitez pas tout au long de l'intervention, les 10 minutes qui sont laissées à Sophie, n'hésitez pas à nous poser des questions. On organisera 5 à 10 minutes de questions-réponses avec Sophie. Voilà, un grand merci à tous pour votre interactivité, votre contribution. Et Sophie, c'est à toi sur Orano Link. Merci Eric. Bonjour avec le son, s'il te plaît. Il faut simplement que tu mettes ton son. Alors, de mon côté, j'ai le son. Sophie, ton micro. Alors, je vais le remettre. Ok, c'est parfait. Merci. Oui, c'est parfait. Bon. Vous avez le son et l'image? Ok, c'est du direct. Hein. Comme dit Riyad, les aléas du direct. Bon, j'espère que vous n'avez pas les échos. Merci Eric pour cette petite introduction. Alors effectivement, Orano, hein, c'est le nouveau nom du groupe connu dans le passé sous le nom d'Areva. C'est un groupe qui opère dans l'énergie nucléaire et c'est évidemment une spécificité. Je vais essayer de rebondir sur ce qu'a dit Riyad, parce que la spécificité du nucléaire et d'une activité industrielle et technique, évidemment, a rendu le lancement du programme Orano Link à la fois plus pertinent mais aussi plus innovant et plus challengeant. Alors peut-être quelques mots sur Orano. Orano, aujourd'hui, c'est un groupe de 17 000 salariés dans le monde, dont 13 000 sur le territoire français, hein, un chiffre d'affaires d'un peu moins de 4 milliards d'euros, et un groupe qui a traversé une petite période de crise. Alors, je le mentionne parce que ce n'est pas évidemment anodin, parce que nous avions initié il y a à peu près 4 ans une transformation, une restructuration générale du groupe et également une transformation managériale. Une transformation managériale qui était évidemment corollaire et inhérente à cette phase de restructuration et de redressement du groupe, puisque comme vous le savez, les managers étant une population clé dans le portage de la transformation managériale, il nous fallait absolument les embarquer et les avoir avec nous, les faire adhérer et leur faire comprendre quels étaient les enjeux de la transformation managériale.
de ce point de vue-là, nous étions déjà un petit peu préparés à la crise. Alors, en même temps, c'est aussi la gestion de crise, heureusement pour tout le monde, c'est quand même quelque chose que nous maîtrisons très bien, de façon tout à fait maîtrisée. Hein. Je veux dire, la gestion de crise, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Mais la différence avec la crise que nous avons connue lors du premier confinement, au moment où nous avons lancé le programme Oranolink, c'est que finalement, c'était une crise inédite. Vous savez, nos managers sont des ingénieurs qui, à la fois, maîtrisent tout à fait la gestion de crise et les process, mais qui, en même temps, sont dans une culture, on va le dire, du zéro risque. C'est la bonne nouvelle pour tout le monde, si je puis dire. Et ce zéro risque fait que quand vous faites face à une crise un peu inédite et tout à fait soudaine, et dont nous ne connaissons pas du tout les modalités opérationnelles, hein, si je peux dire ainsi, avec une grande incertitude. Rappelons-nous le premier confinement, l'incertitude et l'anxiété et les doutes et les questionnements. Hein, il faut se remettre il y a 12 mois dans le contexte de l'année dernière. Le programme Oranolink, finalement, c'était quelque chose, et Eric l'a mentionné, c'était un programme qui avait pour finalité de maintenir une connexion entre les managers et de pouvoir créer une communauté autour de ces managers qui avaient l'habitude de venir à l'école du management. Alors, comment avons-nous fait? D'abord, on s'est dit, il faut un programme innovant, disruptif, il faut un programme qui casse un peu les codes. Parce que les managers étant complètement plongés dans la gestion de crise et faisant face à un certain nombre de questionnements et de doutes, il nous fallait à la fois les rassurer, il nous fallait les accompagner, sans être trop didactique parce que l'époque n'était pas à ça. Donc, trouver des moyens détournés, des chemins détournés pour arriver à les accompagner. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons, avec l'aide de SBT, hein, qui a été d'une grande réactivité, puisque mi-mars, premier confinement, et 2-3 semaines après, lancement du programme. Donc, ça a été un programme que nous avons lancé en créant une plateforme digitale communautaire avec donc les 1300 managers en France connectés sur cette plateforme, avec des activités asynchrones et des activités synchrones, des publications, des vidéos, de la littérature, tout un ensemble d'informations qui étaient mises à leur disposition sur la plateforme digitale, avec évidemment des échanges et des partages entre les managers, et puis à côté des activités synchrones du type webinar thématique. SBT nous a beaucoup accompagnés sur ces webinars, des rencontres d'exception avec des intervenants de qualité, hein, Luc Ferry, Raphaël Einthoven. Vous voyez, des intervenants qui finalement cassaient un peu les codes, philosophes, sociologues. On a invité aussi Laurent Bibard. Nous avons invité Christian Clot là dernièrement, qui sortait de sa grotte depuis 40 jours. L'idée, c'est vraiment, et je rebondis sur ce que disait Riyad, c'est de changer le formatage un cognitif, intellectuel de nos managers, qui sont en grande partie des ingénieurs, donc très cerveau gauche, très top-down, dans une culture, une maison technique, une culture très descendante. Et donc un formatage d'esprit très académique qui laissait peu de place à des modes d'apprentissage comme ceux que nous avons lancés. Ces modes d'apprentissage, donc sur des formats courts et réguliers qui changent chaque semaine, avec encore une fois, des chemins détournés, un petit pas de côté, des moments de respiration, des cafés philo, des sessions de co-développement, toute une intelligence collective auquel ils n'étaient pas du tout habitués. Une transversalité qui finalement n'est pas familière à ces managers. Donc, effectivement, un formatage d'esprit complètement différent, avec un lancement, alors progressivement, au début, donc un peu d'étonnement, un peu de surprise de la part des managers, plutôt très contents, et aujourd'hui, un programme qui est très, très complètement plébiscité,
avec beaucoup de managers qui viennent sur ce programme toutes les semaines. Donc, une évolution dans leur mode d'apprentissage et dans leur nouvelle clé de lecture. Voilà, Eric, je ne sais pas si j'ai tenu les 10 minutes. C'était parfait, Sophie. Merci beaucoup pour ces précisions. On a une question dans le chat. Tu as cité un certain nombre d'intervenants comme Laurent Bibard, etc. Est-ce que tu peux juste nous préciser qui étaient ces intervenants? Tout le monde ne les connaît pas forcément, peut-être à l'exception de Luc Ferry, que tu as également cité, ancien ministre. Oui, tout à fait. Alors, Laurent Bibard, c'est un intervenant qui est donc un enseignant à ESSEC, hein, qui est aussi qui dirige la chaire du changement à ESSEC et qui est philosophe et qui est absolument extraordinaire. Alors, je vous invite à le solliciter. C'est quelqu'un qui est à la fois qui fait prendre de la hauteur, qui donne des nouvelles clés de lecture et qui est en même temps extrêmement accessible. Un peu comme Raphaël Enthoven, hein, qui est philosophe également et qui donne une vision un peu à côté, un peu justement nouvelle de tous les enjeux sociétaux. L'idée dans ces mais pour celles et ceux que ça intéresse, hein, je pourrais tout à fait vous donner le nom des intervenants. On en a eu énormément. Hein. L'idée, c'est de choisir des intervenants qui vont donner des nouvelles clés de lecture et de ne pas rentrer dans des sujets de business qui sont déjà familiers de nos managers. Ça aurait peu d'intérêt. Voilà, les faire prendre de la hauteur par de la sociologie, de la philosophie, beaucoup de sciences cognitives. Hein, c'est la raison aussi pour laquelle on travaille avec SBT. Riyad le disait, hein, ou Eric le design, les sciences cognitives, tout ça c'est complètement au cœur des chantiers de l'école du management et ça fait le pont avec l'innovation et je dirais l'esprit pionnier de l'école du management. Donc on sort du champ académique. Merci Sophie pour ces précisions. Peut-être 3 autres questions. La première autour de plus des modalités et notamment une question plus précise. Est-ce que tu as utilisé des jeux ou le jeu en général pour travailler avec les managers dans ce programme? Alors, c'est une très bonne question, hein, on est en train d'y réfléchir parce que c'est probablement la suite de Ramori qu'on a lancé il y a un an. Alors, sur ce programme-là, pas spécifiquement, on utilise beaucoup d'outils d'animation, hein, type Miro, Mural, enfin, il y a toutes, vous les connaissez. En revanche, à l'École du Management, nous avons lancé un programme qui s'appelle Orano Quiz. Et là, on parle de micro-learning. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 3 ans. Et là, on est bien sur du gaming. Hein. On a lancé ça avec une start-up. Et là, on parle de quiz qui sont envoyés post-formation pour tous les participants pendant 5 jours. Donc, ils répondent à 5 questions. Ça prend 3 minutes dans le RER. Hein. Et là, on est sur vraiment du micro-learning avec des battles et donc un esprit d'émulation et ça marche, ça a très bien marché. Ça marche moins bien depuis le confinement parce qu'il faut une animation marketing derrière, mais ça a vraiment très très bien marché. Encore une fois, l'idée étant dans un esprit d'innovation, d'insuffler de l'apprentissage dans des nouveaux formats. Merci pour ces précisions. Je vais faire une petite sélection. Merci aussi à tous les participants qui posent des questions. Donc, je suis obligé de sélectionner une question sur les engagements des managers qui ont participé à Orano Link. J'y reviens. Est-ce qu'il y a eu des engagements? Est-ce qu'il y a des demandes de transposition, de retour, de plans de développement individuel? Voilà, comment on essaye d'ancrer un certain nombre de comportements que tu essayes de promouvoir, comme tu l'as dit, autour de la prise de hauteur. Oui, alors je ne sais pas ce que vous entendez précisément par engagement. Ce qui est clair, c'est que l'impact du programme, puisqu'il propose notamment des séances de coaching individuel et des séances de coaching collectif et des ateliers de co-développement. Donc, ces outils ont eu un impact, je dirais, d'acculturation
à une démarche qui n'est pas intuitive, qui n'est pas naturelle pour des ingénieurs et pour une culture extrêmement technique où on aime la complexité, on aime ce qui est simple, on n'est pas trop ou pas suffisamment dans la transversalité. Vous voyez, le nucléaire, c'est quand même quelque chose qu'on doit maîtriser à 100%, d'une extrême complexité avec des ingénieurs qui adorent ça. Hein. Et donc là, on a ouvert une brèche vers une intelligence collective qui n'était pas du tout quelque chose de connu pour eux. Alors, est-ce que ça a permis des ancrages auprès de ces managers? Je dirais oui, certainement. Hein. C'est un petit peu trop tôt pour mesurer parce qu'au bout de 12 mois, c'est un peu trop tôt. Mais oui, absolument. Le co-développement est en train de prendre une ampleur très, très importante. Nous avons fait avec SBT, sur la plateforme digitale utilisée par SBT, une séance de co-développement il y a quelques jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Vous voyez, en fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, nos managers n'ont plus peur, et ce n'est plus un désaveu d'exprimer et de partager ses émotions. Alors, c'est quelque chose d'un peu, comment dire, un peu tabou, c'est peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'était pas naturel pour eux d'exprimer leur émotion. On a beaucoup travaillé, Riyad nous y a aidé, Sandrine aussi, l'équipe de SBT nous a beaucoup aidé, à la fois sur Oranolink et à la fois dans les formations, à aborder ce sujet de la gestion des émotions qui était quelque chose de très, de pas du tout culturel chez Orano. Et ce programme a permis un déclic. Mais peut-être que pour travailler sur le modèle mental, et on va le voir sans doute dans quelques minutes, il y a besoin au moins d'être conscient d'un certain nombre de ces émotions pour pouvoir naviguer sur ce sujet. J'ai envie quand même de te pousser encore un peu plus peut-être dans tes retranchements, si tu devais quand même dire ce que ça a changé chez au moins certains managers en termes de comportement, ou en termes, voilà, comment tu sélectionnerais les 1, 2 ou 3 changements que tu constates quand même. Oui. Oui, alors je les constate en fait, ils existent évidemment. Je dis que c'est un peu trop tôt pour mesurer sur la volumétrie, mais j'ai pu l'observer absolument hein, auprès d'un grand nombre de managers. En fait, la crise avait fait émerger 3 questions principales. On l'avait vu dans les formations et nous l'avions vu aussi dans Oranolink. La question de la délégation, de l'autonomisation des équipes. La question de la confiance, et c'est vraiment le terreau hein, pour le management, et la question de la cohésion. On s'est aperçu que, et ça on l'avait pas suffisamment compris avant, on s'est aperçu qu'il y avait un fort besoin d'appartenance à une communauté, un fort besoin de cohésion. Sur ces 3 questions-là, qui ont été adressées et qui sont adressées de façon plus académique, je dirais, à travers des programmes de formation, et notamment avec SBT et tous les prestataires de l'école du management, on s'est aperçu que ces questions-là étaient vraiment ressorties dans le programme Oranolink, parce que dans les ateliers de partage entre pairs, notamment sur Klaxoon ou sur Miro, on a bien vu que la parole s'est libérée. Donc, la parole s'est libérée, là, les émotions se sont exprimées, il y a eu davantage de transversalité, le management hybride hein, qui va être renforcé par le télétravail, évidemment, parce qu'on ne reviendra pas à la situation d'avant. Le management hybride est perçu comme quelque chose qui n'est plus une contrainte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Oranolink a réussi à faire. On a pris la crise à revers. Et on a fait de la crise une opportunité. Et je crois que, en tout cas, nos managers chez Orano, qui ont vraiment fait émerger des compétences insoupçonnées. Hein. Nous, on a le corps managérial a extrêmement bien géré cette crise, au-delà des doutes, des peurs. Et ce programme a permis de montrer que finalement, la résilience, la capacité à rebondir, l'agilité, toutes les compétences et les méta-compétences, notamment dont évoquées par Riyad, sont au cœur des compétences du futur, et non plus les hard skills, des compétences techniques. Évidemment, elles sont là, il faut les garder, ça, il n'y a pas de souci, mais ça fait émerger
L'important, c'est la pertinence des soft skills, ce qui était, en tout cas chez Orano, absolument pas compris de cette façon-là. La crise nous a fait avancer. On a gagné 2 ans dans notre transformation managériale. Si je peux finalement identifier un petit bénéfice à la crise, c'est celui-ci. Et à ce propos, c'est une question qui revient assez fortement dans la liste. Est-ce qu'il y a eu des réticences, des résistances, des personnes qui se sont un peu mises en recul par rapport à la proposition? Est-ce que tu as eu quelques difficultés, si on est plus sur l'aspect… Alors, pas tellement, je dirais, parce que les gens qui finalement s'inscrivent, la façon dont on fonctionne, c'est nous avons une offre qui change donc toutes les semaines, une offre hebdomadaire, et donc les gens, c'est un menu à la carte. Donc les gens s'inscrivent, c'est très facile d'accès. Ça aussi, ça fait partie des facteurs de clé de succès. C'est la rapidité, la facilité d'accès. Je clique, je m'inscris. Je viens pas, finalement, il n'y a pas de contrainte. Donc, non, il n'y a pas eu de réticence, il n'y a pas eu de résistance. En revanche, il y a eu une surprise. Une surprise dans les formats. Quand vous emmenez des ingénieurs sur un café philo tous les vendredis à 13h, entre 13h et 14h, finalement, il faut expliquer, il y a toute une activité, toute une dimension pédagogique pour expliquer à cette population-là qui a un portage managérial très important, que ça peut les aider dans leur aptitude, dans leur capacité à faire face à la crise, à manager leurs équipes. Tout ça n'est pas intuitif, ils ont un chemin à faire. Et donc, tous les vendredis, ces gens-là s'inscrivent, discutent avec une philosophe. Finalement, on revient dans un mode de discussion qui est à la fois qui était un petit peu surprenant pour eux et qui aujourd'hui est complètement plébiscité. On a des managers qui viennent tous les vendredis à nos cafés philo. Et à tel point que je suis en train de me poser la question éventuellement de créer un programme de transformation managériale avec des philosophes. D'accord. Peut-être une toute dernière question, une double question pour terminer, Sophie. Oui. À combien vous avez, quels ont été les moyens mis en œuvre chez Orano, et notamment une question sur combien vous êtes dans l'équipe pour organiser tout ça, et comment ça va évoluer avec le retour à un fonctionnement hybride, avec peut-être un peu moins de distanciel, toujours de l'hybride, mais un peu moins de distanciel. Voilà. Si on peut terminer là-dessus, Sophie. Alors, la première question, c'est à l'école du management, nous sommes une petite équipe légère, c'est un parti pris, donc on est un petit peu moins d'une dizaine. Mais le parti pris, c'est que nous appuyons énormément sur nos prestataires. D'ailleurs qu'on appelle des partenaires parce qu'ils sont, c'est exactement ce qu'ils sont. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires. C'est un mode d'externalisation. Bon, voilà, c'est vraiment chacun. Donc une petite équipe qui est en pilotage, ingénierie de formation à l'école du management et qui s'appuie sur des partenaires de très bon niveau. Bon, SBT, ça fait, on est dans la 4e année de notre partenariat. L'école du management, moi, je fais très attention à travailler avec des partenaires qui ont une vraie valeur ajoutée, qui créent de la valeur, comme on dit, la création de valeur pour l'école du management, et qui sont en ligne avec l'esprit pionnier que j'essaye d'insuffler. Vous voyez, je pense que une université d'entreprise comme l'école du management ou autre, elle a pour vocation aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin que de la formation académique. La montée en compétences, soit, et c'est notre cœur de métier, je dirais, mais là où on va se distinguer, là où on va se démarquer, c'est dans notre capacité à faire bouger le système, à le challenger de façon soft, puisque encore une fois, on fait partie de l'entreprise et on travaille avec la direction générale, beaucoup avec le comité exécutif, mais notre capacité à challenger, faire des petits pas de côté et être d'avant-garde en quelque sorte. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Et sur la deuxième, en ce qui concerne
l'étape suivante, enfin l'avenir, je pense que c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire. C'est que le management hybride et ce qui nous attend donc dans les années à venir va de toute façon nous faire changer automatiquement de paradigme. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de toute façon, à un moment donné, il faut un déclic, on reviendra pas à la situation d'avant. Et il faut que nous, les directeurs d'universités, d'entreprises, de formation, de learning and development, on soit au cœur de ce changement de paradigme et qu'on s'y adapte à la fois dans les formations académiques et dans les programmes qu'on peut proposer comme ça. Notamment à l'école du management, l'objectif sera, en sortie de crise, de proposer 2 tiers des prestations, des offres en présentiel et 1 tiers à distance. Orano-Link a vocation à rester en distanciel. Il sera complémentaire du présentiel, mais il a vocation à rester d'abord parce que nous sommes répartis partout dans le monde, en étant une entreprise internationale. Pour le coup, ça supprime les barrières géographiques, c'est quand même pas mal. Hein. Et parce que il faut être congruent avec les messages qu'on passe. Management hybride, digital, new ways of learning, hein, comme je l'appelle. Il faut qu'on soit congruent avec ça. Notre challenge, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. Merci beaucoup, Sophie, sur ce mot de la fin. Un grand merci. Évidemment, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on essaiera de faire un aller-retour pour satisfaire tous les participants. Un grand merci, Sophie. Nous allons maintenant faire un détour par les sciences cognitives pour, vous allez voir, hein, de toute façon, c'est la logique de ce Human Talk, hein, des témoignages très opérationnels, de la prise de recul, des détours, pour pouvoir décortiquer ce sujet. Pour faire ce premier détour, je vais donner la parole à Alexandre Bossier, qui fait partie de SBT Humans Matter et qui est designer cognitif et comportemental dans nos équipes, et à Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur de recherche à l'INSERM. Nous allons les inviter sur scène. Ils arrivent. Alexandre est là. Et Jean-Philippe est là. Messieurs, c'est à vous. Merci encore, Sophie. Alexandre, Jean-Philippe, c'est à vous. Merci, Eric. Effectivement, et bonjour, Jean-Philippe. Content de… Eric, j'ai un petit souci de son. Je vais me reconnecter avec un autre navigateur. Tu te reconnectes, tu ne nous entends pas, c'est ça? Jean-Philippe, nous, on vous entend très bien. Ah, d'accord. Bah, maintenant, c'est bon, en fait. OK. Eh bien, on y va. Génial. Voilà. Ça marche tout seul. Effectivement, ce qu'on va vous proposer, je vais mener une courte interview de Jean-Philippe pour essayer de comprendre en fait ces histoires de modèle mental, de comment c'est lié à l'attention, qui est une faculté cognitive absolument essentielle dans notre façon d'appréhender le monde, et comment en fait ce contexte incertain dans lequel on évolue maintenant est en fait, de notre point de vue, une forme d'invitation à renouveler ces modèles mentaux et à se reposer la question de ce sur quoi on pose nos attentions et comment le fait de changer ce sur quoi on pose nos attentions peut renouveler nos pratiques et peut faire de l'incertitude un levier d'épanouissement, de redéveloppement, etc. Donc, peut-être première question, hein, pour revenir sur des définitions, savoir de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On a eu Riyad tout à l'heure qui nous a fait une petite suite de définitions sur le modèle mental, l'ensemble de croyances, de concepts, de représentations, et sur l'attention que cette faculté cognitive pour sélectionner les informations dans notre environnement. Comment toi, Jean-Philippe, qui est peut-être un des plus grands spécialistes de l'attention en France, publié de nombreux ouvrages sur l'attention, qu'est-ce que tu fais, toi, comme lien entre un modèle mental et l'attention? Est-ce que ce lien est fort? Comment il se matérialise finalement? Enfin voilà, quel lien toi tu fais entre un modèle mental et l'attention? Moi, je pense que je vais rejoindre des choses qu'a dit Riyad, que je salue d'ailleurs. Le modèle mental, il est essentiel parce qu'il va guider l'attention. C'est-à-dire qu'un modèle mental, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de carte cognitive qui représente ce qu'on sait du monde et notamment et également ce qu'on ne sait pas. Donc l'attention va avoir tendance à se porter sur les zones où il y a de l'incertitude, où on ne sait pas, en laissant de côté les zones, enfin ce qu'on pense savoir.
On le voit de façon très classique chez les personnes dites au potentiel intellectuel ou les enfants, qui souvent n'écoutent pas, décrochent en termes attentionnels parce qu'ils pensent savoir, c'est-à-dire qu'ils pensent que leur modèle mental est efficace et donc ils n'ont pas besoin de l'information qu'on leur donne. Donc ils vont se mettre en recherche juste d'informations qui sont nécessaires pour compléter leur modèle, le rendre plus efficace. Vous pouvez aussi vous en rendre compte au volant quand vous conduisez. Il y a des expériences qui ont été faites qui montrent qu'on peut en fait fermer les yeux, enfin peut-être le faites pas, pendant une seconde, parce que pendant cette seconde-là, on a une modèle de l'environnement, de comment les voitures évoluent autour de soi, et on sait, de par ce modèle, qu'une voiture ne va pas apparaître tout d'un coup juste devant soi. Donc on a confiance dans cette capacité de prédiction, et on va prendre de l'information de façon régulière, pas continue, mais régulière, ce qui permet de laisser des ressources cognitives pour d'autres choses. Alors justement, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue attentionnel lorsqu'on se retrouve dans un contexte d'incertitude, lorsque en fait on n'est plus totalement capable de prédire et de prévoir ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue attentionnel et en fait qu'est-ce qui se passe quand on finit par se rendre compte que notre modèle mental est plus adapté? Ouais, c'est ça, en fait. Le manque de confiance, c'est un manque de confiance dans son modèle mental. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une capacité de prédiction qui est moins bonne. Et dans ce cas-là, de deux choses l'une, soit il est un peu moins bon et donc l'attention va se focaliser sur les points qui permettent de renforcer en fait là où il y a eu de l'erreur. C'est-à-dire qu'on a constaté une déviation par rapport à son modèle, donc on va essayer de se faire un nouveau modèle à partir d'informations qu'on prend de cette zone, de ce qui semble être imprédictible. Et puis, il peut arriver qu'on lâche totalement, c'est-à-dire qu'on se rend qu'on n'y arrive pas, en fait, le modèle n'est pas bon du tout. Et dans ce cas-là, on va décaler sa confiance de soi-même vers le groupe. La solution, dans ce cas, c'est de basculer vers ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire de faire comme les autres. Quand on est perdu, on fait comme les autres en disant que c'est la moins mauvaise solution. Et ça va donner des phénomènes type attention conjointe, où ce à quoi les autres font attention, ce qu'ils considèrent comme important, on va se l'approprier en disant c'est important pour moi aussi, il faut que j'y fasse attention. Donc on va avoir le même type de biais attentionnel, on va faire attention aux mêmes choses que le groupe dans lequel on est. Alors ça, effectivement, quand on s'est parlé cette semaine pour préparer cette interview, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué dans la discussion qu'on a eue. Et j'aimerais juste qu'on s'y attarde peut-être quelques minutes. C'est finalement en quoi le collectif est un recours lorsqu'il s'agit de changer de modèle mental. C'est ce que tu viens d'expliquer avec ce phénomène d'attention conjointe. Mais voilà, en fait, en quoi, de quelle manière, d'un point de vue cognitif, pour le coup, c'est une bonne stratégie finalement d'aller s'intéresser au groupe autour de soi, d'aller s'intéresser au collectif, d'aller s'intéresser à ce à quoi il fait attention, en quoi ça permet finalement de mieux faire face à des situations incertaines. Il y a deux avantages. Donc le premier, comme je le disais, c'est quand on est un peu perdu soi-même, ça donne une sorte de valeur moyenne aux choses en termes d'importance de ce à quoi il faut faire attention, qui n'est pas si mauvaise que ça, enfin qui est l'inconvénient de ne pas être parfaitement adapté à ces situations. Si par exemple on occupe une position très différente des autres dans l'organisation, ça peut ne pas être efficace. Mais à partir du moment où on a des pairs qui ont une fonction qui est relativement similaire, qui sont dans un contexte avec des problèmes à résoudre qui sont les mêmes, dans ce cas-là, ça peut être une solution qui est pas si mauvaise. Après, évidemment, si on conçoit l'organisation elle-même, si on peut définir une sorte de concentration au niveau d'une organisation de plusieurs personnes, ce que ça fait, c'est que les attentions s'alignent. Donc finalement, il y a un effet laser, c'est-à-dire que l'énergie est maximisée parce que tout le monde va dans la même direction. Donc on comprend bien qu'à ce stade-là, de la même façon qu'en soi-même, on est concentré, qu'on s'engage maximalement, que toute son attention est sur un seul objet, quand c'est un groupe et non pas un seul individu, il y a un bénéfice parce que un maximum de ressources engagées dans la même direction. Il n'y a pas de perte, en fait, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de perte d'énergie. Alors, et comment on fait pour, d'une part, finalement, se reconcentrer, presque, je dirais, d'un point de vue individuel, donc se reconcentrer, c'est-à-dire se remaîtriser un petit peu son attention. Riyad, au début, faisait la distinction entre attention exogène et endogène. Et d'une certaine manière, ce qu'on se dit, c'est que si je ne suis plus capable de prévoir et de prédire ce qui se passe dans mon environnement,
d'une certaine manière, je me reconcentre sur des éléments endogènes de mon attention, donc il y a une forme de reconcentration individuelle. Et comment on fait pour concilier une forme de reconcentration individuelle avec une ouverture aux autres pour aller vers ces notions d'attention conjointe? Comment on concilie ces deux choses-là? Comment on évite que la reconcentration sur soi se transforme en repli sur soi, quoi? Oui, bien sûr. En fait, on est dans un vieux dilemme qui est entre exploitation et exploration. Tout le règne animal y fait face, c'est-à-dire soit je concentre toute mon énergie sur une ressource pour l'exploiter au maximum, soit je m'ouvre et au contraire j'essaie de regarder tout ce qu'il y a autour de moi. On est en permanence dans cette espèce de, c'est soit l'un soit l'autre selon les situations. Après, dans les phases de concentration elles-mêmes, où il faut vraiment être, donc tu demandais enfin comment on fait pour se concentrer, il faut savoir que à chaque fois c'est une question de tri par le cerveau entre les informations qui sont importantes et pas importantes. Importante par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on cherche à faire. Donc de manière générale, quand même, à la base, c'est de savoir, d'avoir une direction, un cap, de savoir dans quelle direction on va, de ce qu'on veut faire, parce que c'est ça qui va permettre après, quand c'est implémenté ou compris, visualisé de la façon la plus précise et la plus concrète possible, ça permet au cerveau qui doit faire des tris face à ce système exogène en une demi-seconde parfois sur l'information, est-ce qu'elle est importante ou non, ça lui permet de faire ce tri très rapidement et là on est efficace et moins distractible. Donc la base, c'est quand même l'intention, avoir une intention claire. Et cette intention, à la limite, peut être envisagée comme une prise d'information vaste. J'ouvre. Mais qu'il ne faut pas considérer l'ouverture attentionnelle comme de la dispersion. Parce que se rendre disponible et se rendre ouvert à tout ce qui se passe, c'est pas se laisser entraîner par le premier distracteur venu et laisser son attention se capturer là-dessus. C'est garder ce champ ouvert. Hein. À la limite, on retrouve presque des pratiques de type méditation où justement, il faut garder cette ouverture en évitant un resserrement de l'attention vers des trucs qui ne sont pas forcément hyper utiles dans le moment. Donc finalement, même dans l'ouverture, il y a une forme de contrôle de l'attention. Et à la limite, on pourrait presque voir ça comme une forme de concentration dans la mesure où il y a un contrôle, même si c'est une concentration très ouverte. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour essayer de revenir sur des enjeux en termes de pratique managériale, tu faisais aussi, quand on s'est parlé la dernière fois, une analogie entre manager et le cortex préfrontal. Donc, cette partie du cerveau qui peut organiser finalement les informations qui sont reçues, orienter l'attention, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette analogie que tu faisais et en quoi elle peut éclairer finalement certaines pratiques de management lorsque les choses ne sont pas directement prévisibles? Oui, bien sûr. En fait, une organisation de personnes reconstitue à une échelle plus globale un cerveau, finalement. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Il faut bien voir comme… Donc, ce cortex préfrontal, à quoi il sert? Il va servir à avoir globalement une sorte de recul par rapport aux choses, à la situation. C'est-à-dire voir non seulement l'instant présent, l'immédiateté, l'ici et maintenant, mais également toutes les autres choses qu'il faut considérer et qui peuvent avoir une importance dans le futur. Également dans le passé, un effet de mémoire. Donc en fait, il faut s'imaginer presque monter dans un bateau, on monte au sommet de la vigie et puis on voit le panorama. Et à partir de là, il va fixer un cap, c'est-à-dire qu'il va exercer une sorte de hiérarchisation sur les priorités. Enfin, c'est exactement la vision, c'est le travail d'un manager, hein, tout à fait. De voir ce qui est important, pas important. Et après, il va aller régler le cortex préfrontal, les choses auxquelles les autres régions du cerveau sensorielles doivent se rendre les plus sensibles. Qu'est-ce qu'il faut considérer en priorité? Où est l'information? Et à quoi il faut réagir et comment il faut réagir. Donc là, on voit que c'est le principe de déléguer vers des modules plus spécialisés qui, eux, vont s'occuper de certaines tâches plus particulières. Alors dans le cerveau, ce sera par exemple le langage, reconnaître des objets, etc. Mais dans un groupe, chacun va avoir sa fonction, va être plus spécialisé. Et puis, il y a cette espèce de niveau supérieur qui organise en fait les ressources globalement avec une vision collective. La malédiction entre guillemets de l'être humain avec ce cortex préfrontal, c'est que du coup, c'est extrêmement difficile d'être vraiment totalement concentré sur ce qu'on fait, puisque on est sans arrêt préoccupé par toutes ces autres choses à prendre en compte dans le futur. Dès qu'on fait quelque chose, ça risque d'être en conflit avec d'autres buts qui sont dans le futur. Il faut aussi que je fasse ça, mais aussi je fais ça. Donc en fait, ça crée ces nœuds au cerveau, ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Du coup, le manager en tant
en tant que cortex préfrontal de son groupe, bah, elle va se trouver typiquement confrontée à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui doit gérer ça, les arbitrages, les priorités. Donc, il va être dans une sorte de conflit permanent. Et voilà. Et donc, la question, c'est comment arriver à garder cette espèce de perspective très globale, tout en arrivant à se concentrer, malgré tout, sur la tâche du moment. Merci Jean-Philippe. Eric, je te laisse la parole, peut-être si on a le temps de prendre une ou deux questions ou alors d'enchaîner. Non, on va pas avoir le temps, mille excuses, de prendre des questions. En revanche, moi, je rebondirai volontiers sur un des derniers points que vous avez mis en exergue, Alexandre et Jean-Philippe, sur l'attention, les distracteurs aussi, pour l'appliquer au monde de l'entreprise. Hein, vous l'avez compris, c'est la logique de notre Human Stock, et notamment en se posant la question comment on peut entraîner des managers à travailler sur leur attention, à mobiliser le collectif, puisque c'était aussi une de vos pistes pour évoluer en termes de modèle mental. La question là que j'ai envie de poser à Élodie, qui arrive bientôt sur scène. Élodie, elle est responsable de formation chez AXA Partners, et elle a mis en place un programme qui s'appelle « Moi et ma communauté », destiné aux managers, pour pouvoir travailler sur ces sujets. J'attends Élodie qui est en train d'arriver. Je vois qu'elle se prépare à rentrer sur scène pour lui donner la parole sur ces sujets. Donc, on revient dans l'entreprise. Merci à tous en tout cas. Merci Jean-Philippe, merci Alexandre. Alexandre, si tu as la possibilité, un second aléa du direct, de faire un petit message à Élodie pour qu'elle nous rejoigne bien. En 2 secondes, j'avais une question. J'ai le temps de répondre à une question ou... Oui, vas-y, en attendant. Ouais, bah juste. Alors, absolument, il y en a une que je peux te rerouter, qui est « Parle-t-on encore de cerveau droit et de cerveau gauche ?» Cela a-t-il du sens? Non, pas vraiment. Après ton intervention sur le préfrontal. Ouais. Non, pas vraiment. En fait, les 2 hémisphères font... Alors, il y a certaines vagues spécialisations, mais c'est quand même globalement... voilà, on utilise les 2 à peu près tout le temps. La question que j'avais repérée, c'était sur le... est-ce que le cortex préfrontal ne peut pas s'enfermer dans ces modèles? En fait, c'est tout à fait vrai, effectivement. On peut tout à fait basculer dans un monde où on a trop confiance en ces modèles et du coup, on ne va pas chercher d'informations à l'extérieur parce qu'on considère qu'on sait, qu'on peut deviner. Et ça peut donner une sorte d'aveuglement. Et le meilleur exemple, c'est celui des pilotes d'avion, de certains pilotes d'avion qui étaient en phase de crash avec une sonnette d'alarme qui résonnait pour leur signaler un problème, mais ils étaient tellement confiants dans leur modèle de ce qui ne fonctionnait pas dans leur avion qu'en fait, leur système attentionnel avait finalement gommé cette sonnette d'alarme et ils ne la voyaient plus, parce que ce n'était pas conforme à leur modèle. Donc, on peut aller dans des cas d'aveuglement tout à fait extrêmes. Absolument. Très bonne question. Ça va pouvoir arriver en entreprise. Ton micro est éteint, Eric. Et une autre question, et c'est pas pour meubler, c'est vraiment parce que je pense qu'elle apporte aussi des points de lien avec le monde de l'entreprise. Si la direction perd confiance face à l'incertitude, ou voire même dans son modèle mental, est-ce que ça a un effet forcément sur l'ensemble de l'entreprise? Bah oui, fatalement, parce que dans ce cas, il n'y a plus de sensation de direction, de confiance. Donc, chacun va être soi-même dans le conflit. Enfin, on me propose une direction, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ça ne va pas changer dans 2 jours? Donc, il va être beaucoup plus difficile de s'engager, ce qui est assez naturel. Et du coup, les cadres eux-mêmes, les managers peuvent basculer eux-mêmes dans une forme d'attention conjointe en allant regarder 2 entreprises du domaine qui semblent faire la même chose pour essayer de voir ce qu'ils prennent comme info, comment ils se comportent, etc. Donc, une sorte d'attention conjointe, mais au niveau de plusieurs entreprises carrément. D'accord. Parfait, merci. Alexandre, toi qui es toujours en ligne, as-tu des nouvelles de Élodie? Alors oui, j'en ai. Voilà, un nouveau petit aléa du direct. Elle est en train d'essayer de se connecter, mais ça a l'air encore un petit peu de bloquer. Elle me dit qu'elle est bien connectée, mais c'est le fait d'apparaître avec sa caméra et son micro qui a l'air de bloquer pour le moment. Donc je propose de prendre encore une ou 2 petites dernières questions le temps que je prends encore une question et dans ce cas, si on n'a toujours pas Élodie, on enchaînera sur un autre intervenant. Le manque de confiance de certains, on a parlé également de confiance, à la fois avec vous et avec Sophie.
Certains managers ont confiance parce qu'ils sont positionnés dans un rôle, qu'ils ont un titre, un statut. Ça leur donne du pouvoir. Est-ce que ça, c'est pas un frein à l'évolution de modèle mental? C'est une grosse reformulation de plein de questions. Hein, là, je tente. Oui, bien sûr. Bah, si le modèle mental qu'ils ont les a amenés à avoir cette position dans la hiérarchie qui est supérieure, donc c'est qu'elle va être considérée comme utile par eux-mêmes. Donc, ils vont peut-être considérer ces modèles et ces façons de fonctionner comme utiles. Donc, fatalement, il va être assez logique pour eux de s'y accrocher et de ne pas forcément les faire évoluer. C'est un peu une réponse de bon sens, mais voilà, et effectivement, dans ce cas-là, normalement, la confiance, elle se bâtit sur une série de succès. On a été confronté à des problèmes qu'on a fini par résoudre. Et donc, quand on se retrouve confronté à un problème du même type, on a confiance dans le fait qu'on est capable de le résoudre. Ce qu'on appelle la métacognition, c'est ce recul et c'est je sais que je sais faire. Et ça, effectivement, ça se développe plutôt à travers le succès. Et, voilà, si on monte dans la hiérarchie sans que ce soit par le biais de succès, ça peut poser un problème. Micro, Eric, ton micro. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On n'a toujours pas Élodie, donc je vous propose… Non, ça va certainement prendre encore quelques minutes, donc oui. Tu peux enchaîner. Non, mais je vous propose un plan B qui est de continuer par un détour à nouveau sur les sciences cognitives et sur les métacompétences. Alors, tu as utilisé le terme, Jean-Philippe, de métacognition. Là, on va basculer sur les métacompétences et qui sont un des ingrédients, finalement, des parcours de développement des compétences des managers que l'on peut proposer à nos clients, à nos partenaires, pour reprendre le terme de Sophie. Et pour vous éclairer sur ce qu'est une métacompétence, et avant même qu'Élodie d'AXA nous présente un parcours qui reprend d'ailleurs ces métacompétences, je vais donner la parole à Sandrine Bélier, qui fait partie de SBT Humans Matter, qui, je l'espère, va réussir, elle, à rentrer sur scène pour nous parler des métacompétences. Alors, on attend Sandrine. Alors, si nous n'avons pas Sandrine, j'ai un plan C. Je vous propose juste 5 secondes, parce que j'ai quelques personnes qui essayent de résoudre le sujet. Mon plan C, c'est Jonathan, qui vient d'entrer sur scène, et Laurent. J'essaye de remettre du fil conducteur dans notre Human Stock au regard de ces aléas techniques. Vous l'avez constaté, on a commencé par un antiglossaire, on a fait un détour par l'entreprise avec Sophie pour garder le lien avec les managers et les ouvrir à de nouveaux modèles mentaux. On a eu notre quart d'heure sur la théorie et les éclairages des sciences cognitives autour de cette notion de modèle mental et de fonctionnement du cerveau. Nous allons là, et c'est ce qu'on voulait faire aussi avec Élodie, l'illustration d'Élodie chez AXA, mais ce qu'on voulait faire là, c'est vous présenter des parcours qui mêlent sciences cognitives, digitales et design pour pouvoir développer les managers sur ces éléments et ces nouvelles approches. Donc, avant le témoignage d'entreprise, on va tout de suite zoomer avec Jonathan et Laurent sur à quoi ressemblent ces parcours, comment on peut aider les managers à s'entraîner sur
les métacompétences et à changer finalement de modèle mental. Jonathan et Laurent, c'est à vous, et on enchaînera ensuite normalement avec AXA qui viendra illustrer de façon opérationnelle et dans l'entreprise ces parcours. C'est à vous, messieurs. Merci Eric. Tu es en mute, Jonathan. Merci. Merci beaucoup, Eric. Peut-être avant de commencer et pour faire face aux aléas, on va vous partager peut-être 2-3 clés de lecture qui nous auraient été partagées par Élodie et par Sandrine pour que vous compreniez un peu quel est l'objectif de ce parcours, le parcours que vous voyez à l'écran. Alors, c'est le parcours qui est moi et ma communauté, qui est aujourd'hui chez AXA. Et qui, on l'a dit plusieurs fois, il y a un vrai parti pris derrière ça, c'est de positionner et d'aborder le développement des managers par le partage d'expériences entre pairs et entre managers. Alors pourquoi? Parce qu'il nous paraît essentiel de faire exister une communauté de pratique au sein du collectif et de faire prendre conscience que ce métier, il se développe dans l'interaction, il se développe dans le collectif et non de manière individuelle. Alors, pour répondre à cet enjeu, on a imaginé au sein de SBT un parcours qui allie à la fois des dimensions individuelles au travers de dispositifs type 360, qui va permettre une prise de conscience, qui va permettre un pas de côté, qui va permettre de faire émerger des sujets opérationnels et des problématiques de manager. Et ça, on vient le coupler à une expérience de co-développement. On en a parlé un peu plus tôt et Sophie nous en a parlé, qui nous permet de partager et d'enrichir des sujets entre pairs. Et ça, on le fait au sein de cohortes à taille humaine de 8 participants. Ça, c'est le premier principe clé. Le deuxième, c'est que c'est un parcours, et vous le voyez à l'écran, qui se vit dans le temps. C'est un parcours dans lequel, en fait, on progresse, dans lequel on vient augmenter le champ sur lequel on se positionne au fur et à mesure de ce parcours. D'abord avec soi-même, ensuite avec son équipe, et puis avec ses donneurs d'ordre. Vous voyez, c'est 15 heures mobilisées sur 6 à 8 semaines en tout. Alors, dans le cadre des échanges que nous avons aujourd'hui, il nous paraît important de vous partager 2 points qui ont permis la construction de ce parcours. Le premier, c'est l'ingénierie cognitive, ce qu'on appelle l'ingénierie cognitive chez SBT, qui sont en gros les principes clés de sa construction. Et là, je laisserai Laurent nous en dire plus sur le sujet. Il y a un deuxième point qui est important, c'est la manière dont on a utilisé le digital. Parce qu'en fait, il va nous offrir des nouvelles perspectives en termes d'apprentissage. Je reviendrai dessus tout à l'heure, après l'intervention de Laurent. Merci, Jonathan. Donc effectivement, pour concevoir nos parcours d'apprentissage, nous utilisons l'ingénierie cognitive Humans Matter, qui permet d'acquérir durablement des connaissances. Donc on a 4 parties dans cette ingénierie, l'ancrage, la transférabilité, la transposition et la durabilité. L'ancrage va donner le pouvoir d'engagement à l'apprenant. Notre objectif ici, c'est de créer des points d'attention pour favoriser les conditions d'appropriation, créer du lien et, comme on l'a dit un peu plus tôt, faciliter la mémorisation. Sur la partie 2, la transférabilité, on vient apporter la compréhension. Donc là, notre objectif, ça va être de créer des expériences d'apprentissage. Donc ça peut être des nouveaux outils, des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, pardon, des nouvelles méthodes. Et l'idée de ces expériences d'apprentissage, ça va être de transformer du contenu théorique en connaissances. Sur la partie 3, donc la transposition, on va élargir notre vision et on va généraliser l'apprentissage. Notre objectif est de transposer à d'autres contextes pour développer les savoir-faire. Et pour la 4e partie, la durabilité, une partie très importante, ça va être celle de maintenir l'apprentissage. Donc l'objectif ici est d'intégrer dans son apprentissage dans ses pratiques quotidiennes pour finalement en faire des compétences durables. Si on reprend le parcours moi et ma communauté d'AXA Partner,
On retrouve ces quatre parties de l'ingénierie cognitive. La première, l'ancrage, donc l'engagement de l'apprenant et ses points d'attention sur le kick-off, sur l'auto-questionnement, où on va vraiment auto-questionner le manager sur ses pratiques, sur sa relation avec son environnement. Donc là, on va créer donc, ces points d'attention. Et ensuite, on va avoir une partie de débrief avec un coach, où on va apporter de la matière sur ces points d'attention et finalement que le manager puisse poser une problématique sur ces points d'attention. Ensuite, on a la transférabilité que l'on retrouve dans les séances de co-développement. Donc, ce sont des espaces. Là, on vient créer un espace d'échange entre pairs où le manager va travailler sa problématique. Donc, on va prendre ces points d'attention et on va les travailler autour du collectif dans ces séances de co-développement. Ensuite, la transposition, vous voyez que vous avez d'autres séances de co-développement dans le parcours où là, on va transposer à d'autres contextes où d'autres managers vont travailler leurs propres problématiques. Et donc, l'idée ici est de généraliser l'apprentissage entre pairs et autour du collectif. Et pour la partie durabilité, donc le maintien de l'apprentissage, elle se fait en fin de parcours avec la partie réflexe et clôture du parcours, où là, on vient interroger le manager sur comment intégrer durablement ses apprentissages dans son quotidien. Merci Laurent. Alors, je voudrais revenir, je vous disais, sur ce sujet du digital parce qu'il nous ouvre, comme je vous le disais, des nouvelles perspectives. Alors, pourquoi? Parce que, déjà, il nous permet de repenser le rapport au temps et de redéfinir des rythmes et des modalités d'apprentissage. Comme vous voyez ici, c'est un parcours sur plusieurs semaines. Ça permet également de mieux prendre en compte les contraintes, ou je dirais les nouvelles contraintes des apprenants, et peut-être de s'émanciper de formats et de modalités plus traditionnelles dans lesquelles nous sommes ou nous étions mobilisés, parfois jusqu'à deux journées consécutives. Alors ici, le digital nous a permis de vraiment créer un module dans une logique de parcours, encore une fois, qui s'articule dans le temps et qui rend ce dispositif plus agile, plus efficace, mais aussi plus impactant. On l'a dit plusieurs fois, alors cet exemple est un parcours complètement digital. On peut très bien l'imaginer aussi dans des logiques hybrides dans lesquelles on vient mixer à la fois certains points de contact présentiels avec du distanciel. Et ce type de format va nous permettre d'articuler de manière optimale des temps de travail individuels, des temps de travail collectifs, du synchrone et de l'asynchrone, en créant en fait une succession de plusieurs séquences qui sont focalisées, mais pourtant articulées de manière cohérente et pensée dans le temps. Et ça, je dirais que c'est le digital ou la flexibilité qui est induite par le digital qui nous le permet. Il y a deux points que je voudrais vraiment mettre en avant et la façon dont on utilise le digital. Le premier, c'est comme support et animation des parcours, en quelque sorte comme fil rouge. C'est-à-dire que l'ensemble des interactions que nous allons avoir va s'appuyer sur des outils qui sont devenus dans nos usages aujourd'hui la norme, des Teams, des Zoom, des Google Meet, mais aussi augmenter d'outils d'animation à distance. Je les entendais par Sophie tout à l'heure, Miro, Mural par exemple. Et ça nous permet aujourd'hui de vraiment délivrer une expérience apprenante à distance de qualité. Le deuxième point, c'est qu'on vient compléter ceci par des outils digitaux spécifiques qui viennent renforcer le parcours en fonction des besoins et en fonction des enjeux des apprenants. Alors ici, on a deux exemples. Un premier qui est l'outil 360, qui est un outil digital SBT, et qui, dans ce cas-là, permet le recueil de feedback de son entourage professionnel et de le confronter à sa propre perception. Vous l'avez vu, on l'a utilisé à plusieurs moments du parcours de façon incrémentale. On en a parlé plusieurs fois de co-développement, un deuxième outil SBT qui est un outil digital qui s'appelle WeSuccess, qui est une plateforme d'animation de groupes de co-développement à distance et qui permet de faciliter les expériences, les échanges et l'animation de communautés dont on parlait. Plus globalement, ça permet l'animation d'ateliers, la résolution de problématiques ou l'élaboration de plans d'action.
Alors ça, ce sont deux exemples d'outils qui ont été piochés dans ce qu'on appelle le store de Humans Matter, qui contient aujourd'hui une vingtaine d'outils différents, y compris d'ailleurs des parcours tels qu'on les évoque aujourd'hui, et qui permettent de répondre à différents enjeux et différents besoins. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces précisions. Vous voyez effectivement un premier panorama, mais on pourra vous en dire plus. Effectivement, ça fait écho à des questions dans le chat sur l'usage et la finalité de ces différents outils digitaux. Donc là, on vient d'avoir une illustration concrète de l'association du digital, des sciences cognitives et du design appliqué à l'ingénierie pédagogique sur un cas réel qui est un cas AXA. Alors, j'avais Élodie sur scène il y a quelques secondes. Vous êtes à nouveau, Élodie, sur scène. Alors, on a déjà un peu abordé le sujet, puisque, Élodie, on vient de montrer finalement à l'ensemble des participants un exemple de parcours qui ressemble fort à votre parcours, moi et ma communauté. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien, Élodie ? Moi, je vous entends bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait, ça marche. Je ne crois pas que vous me voyez, par contre. Je ne sais pas, je ne me vois plus, moi. Mais bon. Alors, effectivement, on ne vous voit pas, mais on ne va pas raffiner les choses. On a eu suffisamment d'aléas techniques. On vous entend. Moi, j'ai une première question tout de suite à vous poser, Élodie. On a vu ce parcours. Comment vous vous y êtes pris pour le construire? On dit souvent que tout se joue dans la phase de construction. Comment ça s'est passé? Quelle modalité avez-vous utilisée? Oui, pour faire quelques petits pas en arrière, donc avant puisque vous avez évoqué ce parcours tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait vraiment la volonté de faire un parcours qui soit différent. Comme beaucoup d'entreprises et comme celle qu'on a entendue tout à l'heure, nous aussi, on subit on a des transformations en cours, on fait face à de nombreux changements. Et on voulait que nos managers travaillaient sur les nouvelles façons, le New Way of Work, comme on l'appelle chez nous, chez AXA Partners, de nos managers et sur leurs nouvelles pratiques. Et on s'est dit que si on voulait faire un parcours différent et si on voulait les faire travailler de manière différente, il fallait que nous aussi, peut-être de notre côté, on change un peu nos expériences pédagogiques et nos programmes de formation. Et donc, c'est là que SBT nous a aidés et nous a dit, si vous voulez embarquer vos managers dès le départ, si vous voulez les faire collaborer, si vous voulez créer une communauté de managers, pourquoi ne pas leur proposer de participer à la construction de ce programme? Alors, on a trouvé tout de suite que c'était une très bonne idée et on a organisé une consultation. Alors, on avait 120 managers à former à peu près et on a organisé une consultation auprès de ces 120 managers sur un questionnaire. On s'est pas facilité la tâche parce que on a fait ça en pleine vacances de février et on s'est dit que ça allait être compliqué. Et très très bonne surprise, on a eu 90 répondants avec plus de 1300 réponses, vraiment des verbatims qui étaient forcément intéressants pour nous aussi à récupérer sur leurs besoins, leurs objectifs, ceux qui jusqu'à maintenant aussi leur avaient manqué dans nos programmes de formation et ce sur quoi ils aimeraient travailler. Dans cette consultation, on leur a également proposé de participer à un workshop de co-construction. Et alors là, pareil, on a eu énormément de réponses pour participer à ce workshop, donc on a dû faire des choix et on a sélectionné, enfin en tout cas, on a choisi 24 managers avec lesquels on a travaillé sur un workshop en groupe de 3 heures. Et avec SBT, bien évidemment, il y avait 4 intervenantes chez SBT qui nous ont aidés à mener ce workshop. Et on a pu, à partir de là, définir les objectifs, leurs intérêts, déjà les faire parler, commencer à les faire parler entre eux, commencer à créer des échanges entre eux. Et ça, franchement, ça a été très, très important dans la construction du programme et dans l'implication des managers dans le programme parce que quelque part, c'était
c'était vraiment quelque chose de nouveau chez nous, on ne l'avait jamais fait. Alors bien sûr qu'on essayait de consulter à travers les HRBP, etc., les besoins des managers, mais c'était la première fois qu'on s'intéressait à eux directement et vraiment il y a eu cet engouement de leur part de dire, ben voilà, on s'approprie ce programme, on s'intéresse à nous et on fait quelque chose pour nous. Donc, ça a été le départ de cette aventure de moi et ma communauté, puisque c'était le premier module de ce programme. Il est sorti de ce workshop, en fait, trois modules. Moi et ma communauté, sens et motivation, et puis un travail aussi sur l'intelligence collective. Et aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on est au cours du premier module sur moi et ma communauté. Donc, voilà un peu comment on s'y est pris et comment ça a créé vraiment pas mal d'émulation entre ces managers. Parce qu'on a quand même beaucoup, AXA Partners, c'est une société qui développe des services et qui fait du service. On a beaucoup de managers très opérationnels qui sont pris un peu dans des flux de temporalité. Enfin, ils ont un travail très, très opérationnel et on ne s'intéresse pas souvent à la manière dont ils travaillent et à ce qu'ils aiment vraiment développer. Et ça a été pour eux, ça a été pour nous vraiment une grande révélation de voir à quel point ils étaient embarqués dans cette façon de travailler ensemble. Et justement, pour connaître un peu AXA Partners, j'ai l'impression que les managers peuvent venir d'univers très différents, avec des exigences ou des attendus managériaux variables. Est-ce que ça n'a pas posé une difficulté de réunir des personnes qui ont sans doute des pratiques différentes ou qui vivent en tout cas dans des univers différents? Alors, c'est vrai qu'on est... Partners, c'est trois entités qui sont trois entités très, très différentes. Une qui est vraiment basée sur l'assistance, c'est-à-dire de répondre au quotidien à des clients au téléphone, que ce soit pour des dépannages automobiles, des dépannages au domicile, des rapatriements médicaux. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie de notre activité. On a une autre entité qui est une holding et qui gère tout le groupe d'appartenants dans le monde. Et puis, il y a une troisième entité qui s'occupe plus d'assurance, de banque assurance. Et donc, c'est des univers très, très différents qui se connaissent très, très mal, voire pour certains qui ne se connaissent pas du tout. Et vraiment, là, ça a été aussi une vraie révélation pour eux de se rencontrer parce que finalement, on peut être aussi sur des sites différents. Hein. On a des sites à Lyon, on a des sites à Toulouse, à Nanterre, à Châtillon. Bref, ils ont peu l'occasion de se rencontrer. Ils connaissent très mal leurs activités. Ils connaissaient très, très mal leurs activités, les activités des individus. Et ça a été un vrai bénéfice de cette consultation et de ce premier module du programme, c'est de se découvrir, de découvrir les activités des uns et des autres, de découvrir aussi les difficultés. Par exemple, c'est vrai que des gens qui travaillent dans la banque, dans l'assurance, dans la banque assurance, et qui ont une activité du lundi au vendredi, peut-être sur des heures de journée un peu normales, ont du mal à imaginer ce que c'est que d'être manager sur un plateau qui travaillent 7 jours sur 7, H24, et ont du mal peut-être à voir aussi les difficultés que rencontrent ces managers. Et donc, ça a été vraiment un vrai moment d'échange, et ça continue à l'être. On n'a pas encore fait, comme vous l'avez dit, on n'a pas tout à fait terminé ce premier module, et on n'a pas encore fait le kick-off du premier module, donc on n'a pas encore tous les retours, mais quand même, on a ces premiers retours de ces moments d'échange et de découverte qui ont été vraiment très importants pour eux, quoi. Merci beaucoup, Élodie. Il y a d'ailleurs un point commun entre ton intervention et celle de Sophie, qui est cette ouverture finalement aux autres, hein, ces réseaux collaboratifs que l'on peut créer, et ce lien entre changement de modèle mental et ouverture à son écosystème. Merci beaucoup, Élodie, pour ces précisions et ce témoignage d'entreprise. On va terminer avec Sandrine Bélier, qui fait partie de SBT Humans Matters, qui va nous dire un mot sur les métacompétences, et notamment sur les métacompétences qui sont utilisées dans le parcours que tu viens de présenter, Élodie, et ce premier module autour de réseaux collaboratifs d'une part, et prendre soin d'eux
c'est aussi une métacompétence d'autre part. Sandrine, tu as 5 minutes sur les métacompétences. Deuxième ingrédient hein, des parcours SBT Humans Matter, c'est les métacompétences d'une part et le design cognitif appliqué à l'ingénierie de formation d'autre part. Et avec ce mix-là, cette association-là, on crée avec nos clients, nos partenaires, ces parcours. Sandrine, c'est à toi. Alors, nous l'avons vu précédemment dans l'antiglossaire qui a été présenté par Riyad en introduction. Ce qu'on entend par métacompétences, ce sont des compétences de haut niveau qui vont permettre de combiner et remodeler nos connaissances, nos savoir-faire, les ressources individuelles et les ressources collectives pour s'adapter aux nouvelles réalités. Et l'une des réalités flagrantes que l'on vit aujourd'hui, c'est que l'incertitude est souveraine et du coup, le passé, il ne peut plus prédire le futur, il est plus prédictif du futur. Il y a donc une nécessité de s'adapter en changeant aussi bien de modèle économique que de comportement, ce qui n'est possible qu'avec le changement de modèles mentaux. Comme on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, ça nous donne quand même une opportunité d'improviser avec cette incertitude, avec comme boussole, comme guide d'action et de comportement, ces nouvelles métacompétences qui vont justement permettre de se concentrer sur ce qui compte vraiment et ce qui va permettre de métamorphoser des modèles mentaux qui ne sont pas forcément adaptés, qui commencent à devenir même inadaptés. Alors, comme on l'a vu, les métacompétences sont la trame de nos parcours, hein, le parcours que vient de nous présenter Elodie et qui est déployé auprès des managers d'AXA va permettre d'activer et de développer 2 métacompétences clés dans le renforcement de la collaboration et de la connexion. Il s'agit du prendre soin d'eux et de évoluer vers les réseaux collaboratifs. Alors, pour le prendre soin d'eux va consister à être capable de mobiliser ses ressources attentionnelles vers ce qui compte vraiment, de renouveler ses attentions, que ce soit ses attentions à soi, aux autres, à l'environnement, de traiter intelligemment ses émotions, par exemple. Et on l'a vu avec les propos de Jean-Philippe Lachaud et Alexandre Bossé tout à l'heure, qui nous ont bien décrit la nécessité de cultiver l'attention des individus et les attentions aussi conjointes, hein, de regagner en qualité attentionnelle pour du coup, en conséquence, gagner en qualité de communication, en qualité d'interaction, que ce soit les interactions avec ses collègues, ses clients, ses partenaires, les interactions également avec ses projets ou son environnement au sens large. Sans quoi, Jean-Philippe nous l'a précisé tout à l'heure, notre attention est sans cesse capturée par des stimuli qui ne sont pas forcément attractifs et qui ne participent pas forcément à alimenter nos enjeux, nos objectifs, notre puissance vitale et nos interactions. Pour évoluer vers les réseaux collaboratifs, qui est la deuxième métacompétence clé qui est activée dans le parcours que nous a présenté Elodie, ça va consister à partager, à mettre en réseau les informations, les compétences, les expériences, les ressources entre les collaborateurs et notamment entre pairs, justement pour partager et éventuellement refocaliser les attentions vers ce qui paraît important pour les autres en termes de focalisation d'attention. Donc, ça va permettre de prendre de la hauteur sur ces interactions, de renforcer aussi les interactions qui sont efficaces, celles qui le sont moins, de travailler sur les complémentarités entre les individus. Et du coup, ça va permettre une mobilisation un peu plus importante des intelligences individuelles qui vont en cascade faire émerger l'intelligence collective du collectif d'acteurs de l'équipe. Alors, pourquoi justement ces 2 métacompétences clés et pourquoi elles sont utiles pour faire face à l'incertitude ? On sait que l'incertitude va créer de l'anxiété chez l'humain dans le cerveau et l'incertitude va créer de la complexité également. Et on sait que la complexité nous rend dépendants des autres. On ne peut pas affronter seul cette complexité. On va devoir justement se mobiliser avec le collectif pour affronter cette complexité. Donc, ces 2 métacompétences vont être importantes à développer pour se renforcer, pour être plus serein dans cette incertitude et pour activer le potentiel humain des équipes, privilégier la collaboration et donner plus de perspectives. On parle de manager antifragile, donc cette antifragilité que nous a présentée également Riyad dans cet antiglossaire.
Du coup, en prenant soin d'eux, le manager va prendre conscience de ses actions, va rediriger ses attentions et en cascade, donc ajuster ses comportements au mieux par rapport à la situation, à la fois vers lui, donc moi en tant que manager, apprendre à mieux se connaître aussi, avoir une meilleure connaissance de soi, l'attention à soi. Également, donc réorienter ses comportements vers les autres, questionner son rôle en tant que manager, questionner ses interactions avec son équipe, être attentif à ce qui se passe dans l'équipe. Est-ce que l'attention aux personnes que je manage est suffisante et comment la développer pour qu'elle fasse émerger une plus grande collaboration et plus d'intelligence collective. Également, on va pouvoir orienter ses attentions vers son environnement, ce qui va permettre de conscientiser ses impacts et faire en sorte d'avoir des comportements un peu plus positifs et durables. Pour la deuxième métacompétence, donc en apprenant à évoluer vers des réseaux collaboratifs, le manager va ressentir le besoin d'appartenir à une communauté et à partager ses expériences et ses apprentissages entre pairs avec les autres. Et il va prendre conscience de ses atouts et de la mise à disposition de ses compétences, de ses atouts auprès de son équipe, mais également bien au-delà de son équipe pour coopérer et rendre possible l'atteinte d'objectifs pour le bien commun. Merci beaucoup, Sandrine. Oui. Merci beaucoup, Sandrine. On voit du coup comment ces deux métacompétences contribuent à travailler sur l'incertitude et contribuent également à l'évolution de modèle mental. Merci beaucoup pour cet éclairage, Sandrine. Je vais maintenant conclure. Il est 10h27. On va terminer à l'heure ce Human Talk, peut-être avec quelques mots de conclusion. La première chose, c'est nous allons continuer ce type d'échange, cette fois-ci, en insistant essentiellement sur les témoignages d'entreprise. Vous l'avez remarqué, hein, là, pendant cette heure et demie, on a essayé de vous faire voyager entre des éclairages scientifiques, de la théorie, de l'application dans le monde de l'entreprise, des outils très concrets. Là, on va être centré dans les entreprises et vous voyez les 4 thèmes qui sont affichés là dans le slide que dont vous pouvez prendre connaissance. Pour s'inscrire, c'est très simple, vous vous abonnez à notre LinkedIn et vous aurez toutes les informations si vous souhaitez creuser ces 4 thèmes de façon directe avec de l'interaction avec nos clients et partenaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme c'était le premier Human Talk, avec, je vous parlais de voyage, avec ces quelques tempêtes aléas techniques qu'on a pu connaître, mais également ces allers-retours qu'on a pu faire, moi, je serais très curieux de vos retours. Donc, n'hésitez pas, avant de vous déconnecter, on va vous mettre une petite musique, mais avant de vous déconnecter, de nous mettre quelques messages sur des points d'amélioration, sur des conseils, sur ce que vous avez apprécié, sur ce que vous emportez avec vous à l'issue de cette heure et demie. N'hésitez pas à nous mettre ça dans le chat lorsque je vais clore le Human Talk. En tout cas, un grand merci à tous, à la fois les participants, on a atteint un pic à 160 personnes, à la fois les intervenants de l'entreprise, de SBT Humans Matter. On espère que cela vous a fait vivre un bon moment et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Eric. Merci, Sophie. Merci, à bientôt à tous. À bientôt. Je vous avais promis une petite musique, elle va peut-être arriver.